Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux terminales. Nous continuons sur le monde de 1945 aux années 1970 et nous allons voir aujourd'hui les fondements du nouvel ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale. Nous allons procéder en deux parties. Tout d'abord les bases de l'État-providence, puis dans une deuxième partie la conférence de Bretton Woods. Commençons par rappeler le contexte. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences dévastatrices, tant sur le plan humain qu'économique. De nombreux pays ont connu des destructions massives de leurs infrastructures, de leurs usines et de leurs habitations. Les séquelles ont été profondes sur les populations, avec des millions de réfugiés, de veuves et d'orphelins. Les conditions de vie se sont détériorées, entraînant des problèmes de santé publique, de chômage et de pauvreté. Face à ces défis, de nombreux pays ont compris qu'une intervention de l'État était nécessaire pour stabiliser l'économie et améliorer le bien-être des citoyens. De nouvelles théories économiques et idéologiques se sont alors développées. L'une des plus influentes est l'économie keynésienne. Cette théorie, développée par l'économiste britannique John Maynard Keynes, est basée sur l'importance de la demande dans l'économie. Selon lui, les crises économiques nécessitent un engagement de l'État dans les dépenses publiques pour compenser la baisse de la consommation privée. Cette intervention de l'État permettait de stabiliser les économies fragiles et de garantir le bien-être des citoyens. Ces idées ont donc façonné les fondements de l'État-providence. À la suite de la guerre, de nombreux pays ont connu une montée des idéologies communistes, socialistes et social-démocrates. Ces mouvements s'appuyaient sur des valeurs de solidarité, d'égalité et de justice sociale. Les partis communistes prônaient la nationalisation des moyens de production et la redistribution des richesses. Leur influence, appuyée par les partis socialistes et centristes, a conduit à la mise en place de régimes où l'État jouait un rôle central dans l'économie et de politiques qui favorisaient une plus grande équité sociale. Nous allons voir concrètement quelles ont été les principales mesures mises en place. Tout d'abord, les gouvernements ont mis en œuvre des systèmes de protection sociale afin d'assurer le bien-être des citoyens. Ces mesures visaient à garantir des revenus minimums pour garantir un niveau de vie décent aux personnes. L'introduction de systèmes de retraite a permis de fournir un revenu aux personnes âgées, leur assurant une sécurité financière après la fin de leur carrière. Aussi, des allocations de chômage ont été mises en place pour soutenir les travailleurs en cas de perte d'emploi et surtout, l'accès aux soins de santé est devenu un droit pour tous. En France, la sécurité sociale a été créée en 1945. Au Royaume-Uni, le rapport Beveridge de 1942 a servi de fondement à un nouveau système de protection sociale. Ce rapport identifiait 5 géants à combattre: la pauvreté, la maladie, l'ignorance, le dénuement et l'inefficacité. Après la guerre, le gouvernement a étendu les recommandations de Beveridge, mettant en place un système de sécurité sociale qui garantissait les soins de santé gratuits, des prestations pour les chômeurs, les personnes âgées et les familles à faible revenu. En plus des systèmes de protection sociale, les gouvernements ont également mis en œuvre des programmes de construction de logements sociaux pour faire face à la crise du logement qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, à cause non seulement des destructions, mais également de l'augmentation de la population. Par exemple, en France, en 1945, a été créée la Société Générale des HLM, les habitats à loyer modéré, qui a facilité la construction de milliers de logements destinés aux classes populaires. Aussi, les gouvernements ont mis en place des réglementations du marché du travail. Ils ont reconnu la nécessité de protéger les travailleurs
face aux abus et aux inégalités en instaurant plusieurs mesures comme des lois sur le salaire minimum ou le droit à la syndicalisation qui a été renforcé pour permettre aux travailleurs de s'organiser et de revendiquer leurs droits collectivement. Ces mesures ont contribué à réduire les inégalités salariales, à améliorer les conditions de travail et à donner aux travailleurs un pouvoir de négociation face aux employeurs. Le plan Marshall a été annoncé par le secrétaire d'État américain lors d'un discours prononcé à l'université Harvard en juin 1947. Dans ce discours, Marshall a souligné l'importance de l'aide économique pour la stabilité et la prospérité des pays européens dévastés par la guerre. Ce plan visait à relancer l'économie européenne en fournissant une aide pour financer la reconstruction des infrastructures, relancer l'industrie et stimuler la production agricole. En injectant des capitaux dans l'économie européenne, le plan visait à restaurer la confiance des investisseurs et à encourager la croissance économique. Un autre objectif du plan Marshall était de contrer l'influence croissante du communisme en Europe. On est là au début de la guerre froide. Les États-Unis craignaient qu'une Europe économiquement affaiblie ne devienne vulnérable à l'expansion du communisme. En fournissant une aide financière solide, les États-Unis espéraient stabiliser les gouvernements démocratiquement élus et promouvoir des valeurs capitalistes en Europe, réduisant ainsi l'attrait du communisme. Environ 13 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 100 milliards de dollars d'aujourd'hui, ont été distribués à 16 pays européens sur une période de 4 ans, de 1948 à 1952. Ces fonds ont été alloués sous forme de subventions et de prêts, permettant aux pays bénéficiaires de s'attaquer à leurs besoins immédiats en matière de reconstruction et de développement. L'aide américaine incitait également les pays à collaborer entre eux sur des projets communs, à partager des ressources et à développer des stratégies économiques cohérentes. Cet esprit de coopération entre les pays de l'Europe, encouragé par le plan Marshall, a posé les bases de la future organisation européenne. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon sur les accords de Bretton Woods. La conférence de Bretton Woods s'est tenue en juillet 1944 et elle a rassemblé les représentants de 44 pays pour discuter de la reconstruction économique mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Elle voulait éviter les erreurs du passé qui avaient conduit à la Grande Dépression dans les années 1930. Les nations participantes voulaient établir un système économique stable qui favorisait la coopération entre les pays et la croissance économique. 2 institutions importantes ont été créées lors de cette conférence. La première est le FMI, le Fonds monétaire international. Il a pour but d'assurer la stabilité monétaire mondiale et de faciliter le commerce international. Pour cela, il offre une assistance financière aux pays en difficulté, leur permettant d'éviter des dévaluations monétaires qui peuvent être désastreuses. Il accorde des prêts aux pays qui rencontrent des problèmes économiques temporaires. L'autre institution est la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, plus connue sous le nom de Banque mondiale. Elle a été créée pour financer des projets de développement et de reconstruction pour les pays touchés par la guerre. Elle joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté dans le monde, en fournissant des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions pour des programmes sociaux et économiques. Dans le cadre des accords de Bretton Woods, le dollar américain a été désigné comme la monnaie de référence pour les échanges internationaux. Cette décision a été fondée sur la solidité de l'économie américaine et la convertibilité du dollar en or. Ainsi, chaque pays participant a accepté de fixer la valeur de sa monnaie par rapport au dollar.
qui était lui-même convertible en or à un taux fixe. Ces accords ont donc renforcé le leadership économique des États-Unis. En établissant le dollar comme monnaie de référence, les États-Unis ont créé un environnement de confiance pour les échanges internationaux, mais ils ont aussi renforcé leur propre économie. En 1971, le président des États-Unis Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or, mettant ainsi un terme au système de Bretton Woods. La convertibilité du dollar en or avait entraîné une diminution des réserves d'or du pays, ce qui menaçait la stabilité de l'économie américaine. Cette décision a eu des conséquences importantes. En particulier, elle a entraîné une plus grande volatilité des taux de change. Le dollar américain a tout de même continué d'être une des monnaies les plus utilisées pour les échanges internationaux et les transactions financières, et cela encore aujourd'hui. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette leçon sur les bases du nouvel ordre mondial. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.